Quelque chose s'est brisé à Ouagadougou le 10 octobre 2025. Ce n'était pas seulement le grondement des moteurs chinois, mais la fin silencieuse d'une ère où l'Afrique attendait la permission d'exister. Dans cette fracture, une question s'impose. Jusqu'où un continent peut-il se défendre sans perdre son âme? Ibrahim Traoré, figure d'un pari risqué mais lucide, incarne cette bascule où la souveraineté cesse d'être un mot pour devenir une méthode. Ce récit n'est pas seulement celui d'un convoi militaire, mais celui d'un continent décidé à reprendre son souffle. Dans la poussière de Ouagadougou, chaque blindé devient un argument, transformer la dépendance héritée en puissance choisie. L'enjeu est clair, presque vital. Si le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré parvient à prouver qu'une nation africaine peut s'armer sans s'aliéner, alors tout le Sahel pourrait changer de visage. Mais derrière cette promesse, il y a un risque mesuré, car choisir la Chine, c'est affirmer un droit, mais aussi assumer un coût. La liberté n'est pas donnée, elle se discipline, elle se paie en cohérence. Entre autonomie et illusion, la frontière est mince. Ce pari, Ibrahim Traoré le sait, ne se gagnera pas dans les discours. Il repose sur la capacité d'un État à se gouverner sans tuteur, à exister sans traducteur. Et si cette expérience réussit, elle offrira au continent plus qu'un modèle, une méthode d'émancipation rationnelle. Un fait marquant s'est produit: 6 VN-22B, 4 SR5, 6 mortiers automoteurs, 14 obusiers et 16 pièces tractées sont arrivées. Derrière ces chiffres secs se cache un basculement profond. Pour la première fois depuis des décennies, une nation sahélienne n'attendait plus la permission de se défendre. Ce moment d'octobre 2025 discret et calculé a marqué la fin d'un cycle où le Sahel subissait l'histoire au lieu de la faire. Avant cette date, les missions occidentales se retiraient l'une après l'autre. Paris refermait ses bases, Washington redéployait ses budgets, Bruxelles comptait ses priorités. Le vide s'installait, laissant le Burkina Faso seul face à une spirale de violence. Ce qui surprit les observateurs ne fut pas l'arrivée des véhicules chinois, mais le silence de l'opération. Aucune cérémonie, aucun triomphe, seulement le bruit des moteurs dans la chaleur. Ibrahim Traoré, alors chef d'État jeune et pragmatique, ne cherchait pas la provocation. Il voulait simplement en finir avec l'attente. En signant un contrat avec Pékin pendant que les alliances occidentales se fissuraient, il traduisait une logique froide. Le coût de l'inaction dépassait celui du risque. Ce n'était donc pas un simple achat d'armes, mais une refonte du rapport de force. À Ouagadougou, cette livraison clandestine devint le point de bascule d'un récit collectif. Dans les rues, l'étonnement se mêlait à la fierté. Le pays reprenait l'initiative. Dans les chancelleries, l'inquiétude s'étendait. Un État africain venait d'agir sans demander l'aval. Ainsi s'ouvrait une séquence nouvelle où la souveraineté cessait d'être diplomatique pour devenir opérationnelle, et où Ibrahim Traoré, plus qu'un symbole, devenait l'instrument d'un réveil africain. Sur le terrain, l'effet fut immédiat. Dans les jours qui suivirent, la figure d'Ibrahim Traoré devint plus qu'un symbole politique. Elle devint un prisme à travers lequel l'Afrique se regardait autrement. Les jeunes officiers burkinabés y voyaient un chef refusant d'attendre l'aide promise, préférant la responsabilité à la reconnaissance. Chaque village repris, chaque convoi sécurisé, chaque école rouverte portait la marque d'une volonté nouvelle. La population, longtemps habituée aux discours importés, découvrit la force d'une parole enracinée. Le contraste était saisissant entre la peur du désordre exprimée à Bruxelles et le soulagement discret dans les villages du Nord. Ce décalage révéla l'ampleur du changement. Ce que l'Occident percevait comme une provocation, le Sahel le vivait comme une libération. Ibrahim Traoré, lucide sur la fragilité de cette dynamique, chercha à la canaliser
plutôt qu'à l'exalter. Il comprit que la souveraineté ne se proclame pas, elle se prouve, oui, jour après jour, dans la cohérence des actes. Son pari n'était pas de rompre avec le monde, mais de l'obliger à revoir sa manière de regarder l'Afrique. Et c'est là, dans cette tension féconde entre défi et dignité, que se dessine le véritable impact initial du choix burkinabé. Tout s'accéléra dès la mi-octobre 2025. Les convois chinois, escortés par des unités burkinabées, traversèrent Ouagadougou dans un silence calculé. Pas de défilé, pas de drapeau, seulement le grondement des moteurs, et cette impression d'assister à quelque chose d'irréversible. Ce moment d'apparente banalité fut en réalité l'instant charnière. Le Burkina Faso venait de franchir un seuil géopolitique. Les VN-22B furent déployés dans les zones nordiques, là où la peur était devenue une routine. En moins de 2 semaines, les forces locales purent se déplacer là où elles se repliaient hier. Les premiers rapports militaires signalèrent une baisse de 23% des incidents dans les deux provinces les plus touchées. Ce chiffre modeste fit pourtant l'effet d'un signal. Ibrahim Traoré, dans un discours sobre, parla de rendre au pays la capacité d'agir. Les images des blindés circulèrent virales. Sur les réseaux africains, les commentaires affluaient. Enfin, un pays qui dit non sans crier. Paris dénonça une infiltration chinoise. Washington parla de dépendance. Pékin resta muet. Le contraste frappa les observateurs. Le pouvoir changeait de camp, du verbe vers le geste. Mais cette réorganisation matérielle s'accompagna d'un séisme symbolique. Les ONG occidentales suspendirent des programmes, les flux financiers ralentirent. Paradoxalement, cette contraction renforça le message politique. Le Burkina Faso semblait dire: nous préférons perdre des bailleurs plutôt que notre dignité. Quand la poussière retomba, Ouagadougou n'avait pas changé de décor, mais d'attitude. La peur du vide laissa place à la conscience du choix. Dans cette clarté nouvelle, Ibrahim Traoré devint l'incarnation d'une Afrique qui n'attend plus mais agit. Le geste d'achat d'armes se transforma en récit de souveraineté et le récit en précédent. Ce fut le véritable tournant. La souveraineté ne se négocie plus dans les salons, mais se construit sur le terrain. Un progrès notable s'est dessiné. En un an, le Burkina Faso a vu son taux d'incidence sécuritaire diminuer de 27% dans les zones équipées de matériel chinois. Ce chiffre ne dit pas tout, mais il marque une rupture. Pendant des années, la courbe des attaques n'avait cessé de grimper. Elle amorce enfin un recul. Là où la dépendance étrangère dictait autrefois le tempo, la capacité d'action nationale s'impose. Ce changement n'est pas seulement statistique, il traduit un déplacement du centre de gravité. La défense redevient une compétence souveraine. Un autre gain s'est manifesté: la réduction de 15% des pertes logistiques dans les missions de contre-insurrection. Grâce aux véhicules capables de parcourir les routes du Nord sans escorte étrangère, près de 200 soldats ont pu être redéployés vers des zones civiles abandonnées depuis 2023. Ce gain opérationnel s'est transformé en progrès humain. Des écoles rouvertes, des dispensaires protégés, des marchés où la peur recule. Dans chaque amélioration technique, une conséquence sociale visible, la puissance mécanique s'est muée en reconquête du quotidien. Un troisième constat émerge: la stabilité politique interne. Alors que 3 gouvernements voisins vacillaient sous la pression d'alliances contradictoires, Ouagadougou a maintenu une continuité rare. Non pas parce que le pouvoir y serait plus autoritaire, mais parce que la légitimité s'est déplacée du discours vers la cohérence des actes. Les réformes militaires décidées par Ibrahim Traoré après la tragédie de Solenzo, encadrement logistique, formation éthique, transparence des opérations, ont donné à l'armée une structure inédite. Moins de slogans, plus de protocoles. Ces résultats, modestes mais tangibles, ne prouvent pas une victoire définitive.
Ils révèlent une trajectoire. L'armée burkinabé apprend à se gouverner avant de gouverner les autres. Le partenariat sino-burkinabé, fondé sur le respect et la discipline, montre qu'un équilibre est possible sans tutelle. Mais ces progrès chiffrés cachent aussi une zone d'ombre. L'efficacité militaire ne garantit ni la cohésion sociale ni la stabilité durable. Ibrahim Traoré le sait, la puissance n'a de sens que si elle reste au service du peuple. Une première critique surgit des diplomaties occidentales. Selon elle, le partenariat sino-burkinabé n'est qu'une dépendance inversée. Les lignes de crédit, la formation militaire et les livraisons d'équipements créeraient, disent-elles, une zone d'influence où Ouagadougou échangerait un tuteur contre un autre. Le risque, insistent-elles, serait de substituer une tutelle orientale à la tutelle ancienne, perdant ainsi l'autonomie politique durement acquise. Cette lecture s'appuie sur des précédents. Ailleurs, en Afrique, des partenariats mal calibrés ont engendré une dette stratégique. Une seconde objection, plus interne, émane d'intellectuels africains. Ils craignent que la recherche de puissance ne fasse oublier la justice sociale. Pour eux, les armes, même livrées au nom de la souveraineté, ne corrigent ni les fractures ethniques ni la pauvreté. Une armée renforcée sans réconciliation risquerait d'accentuer les divisions au lieu de les apaiser. Derrière cette critique affleure une inquiétude morale. L'indépendance peut-elle vraiment se mesurer en chars et en contrats? Face à ces deux objections, Ibrahim Traoré oppose une réponse factuelle. Il reconnaît la complexité des équilibres, mais refuse la fatalité de la dépendance. Quand les partenaires occidentaux se sont retirés, Pékin est resté, sans imposer de modèle politique, seulement une coopération fonctionnelle. Et surtout, le chef d'État affirme que la souveraineté n'est pas l'absence d'alliés, mais la liberté de choisir ses partenaires. Coopérer n'est pas se soumettre, c'est définir les termes de l'échange. Ainsi, le débat ne se résume pas à un choc de blocs. Il reflète deux visions du respect. L'une fondée sur la morale de l'aide, l'autre sur la logique du contrat. Et c'est dans cette confrontation d'égal à égal que le Sahel pourrait enfin trouver sa maturité politique. Un cliché a tout changé. Un matin d'octobre, une photo circula. Ibrahim Traoré, debout aux côtés d'un officier chinois, observant des véhicules alignés dans la poussière. 8 secondes d'image, pas un mot. Et pourtant, tout y était. L'égalité des regards, la fin du complexe de l'élève face au maître. Ce n'était plus un acte militaire, mais une révolution psychologique. Pour la première fois, un dirigeant sahélien ne quémandait pas l'appui du monde. Il redéfinissait le rapport de force, transformant la dépendance en négociation. Ce basculement du besoin vers la décision marqua le moment précis où le Sahel cessa d'être spectateur de sa propre histoire. Dans cette photo muette, le continent trouva sa voie. Le pouvoir changeait de nature. Il ne venait plus de l'extérieur, mais de la posture intérieure. Un peuple cessait de dire merci pour dire assez. Et c'est ce glissement, plus que les armes ou les traités, qui fit trembler l'ordre ancien. Les effets de ce virage se firent sentir presque immédiatement, et pas seulement sur le terrain militaire. Le Burkina Faso entra dans une phase de recomposition profonde où les lignes de fracture anciennes commencèrent à se déplacer. Un premier changement s'opéra au niveau national. Dans les casernes, les jeunes soldats, longtemps découragés par l'impuissance, retrouvèrent confiance. Les opérations conjointes dans le nord réduisirent la pression sur les civils. Des milliers de familles déplacées purent regagner leur village. Un rapport interne évoqua une reprise de contrôle sur 42% du territoire contre moins de 30% l'année précédente. Ce bond, modeste mais tangible, symbolisait la renaissance d'un État qui relevait la tête. Un second bouleversement toucha la diplomatie. La rupture fut immédiate. Les visites officielles se déplacèrent vers l'Est. Bamako, Niamey, Alger devinrent les nouvelles étapes d'une alliance en construction.
La création de l'Alliance des États du Sahel transforma un réflexe de survie en projet collectif. Les blindés chinois furent intégrés à une structure de défense régionale. Pour la première fois, le Sahel bâtissait une sécurité fondée sur lui-même. Un troisième effet se manifesta sur le plan économique. Certaines aides occidentales furent suspendues, provoquant une contraction budgétaire. Mais les investissements chinois doublèrent en 6 mois, notamment dans les routes reliant les bases du Nord et les corridors miniers. Ce redéploiement de capitaux créa de nouveaux flux, moins de dépendance, mais plus de pragmatisme. Le pays perdait des bailleurs, gagnait des partenaires. Ce changement qualitatif marqua une étape psychologique. La souveraineté économique devenait possible sans isolement. Un dernier impact s'exprima sur le plan culturel et symbolique. Dans les universités et les médias africains, un nouveau récit prit forme, le tournant burkinabé comme précédent historique. On ne parlait plus du Sahel comme d'un laboratoire de pauvreté, mais comme d'un terrain d'expérimentation politique. Le nom d'Ibrahim Traoré devint le symbole d'un dirigeant africain capable d'affirmer son indépendance sans discours grandiloquent, simplement en agissant. Cette mutation du langage précéda celle des institutions. Le continent se mit à penser différemment, et cela changea tout. Ainsi, les conséquences du choix d'Ouagadougou se révélèrent multiples: sécurité, diplomatie, économie, imaginaire collectif. Le Sahel, sans s'en rendre compte, entrait dans une ère où la souveraineté cessait d'être une ambition pour devenir une méthode. 3 perspectives s'ouvrent pour les 12 prochains mois. Dans une première hypothèse, le pays consolide lentement ses gains militaires. Les zones reprises demeurent sous tension, mais les institutions civiles reviennent peu à peu. La Chine poursuit ses livraisons sans ingérence directe, tandis que les partenaires occidentaux adoptent une position d'attente. Cet équilibre fragile suffit à inspirer confiance sans bouleverser l'ordre mondial. Le Sahel respire, mais reste sous surveillance. Dans une seconde hypothèse, plus ambitieuse, l'Alliance des États du Sahel parvient à mutualiser ses ressources, coordonner ses stratégies et ouvrir une école militaire régionale. Les succès burkinabés deviennent un modèle de gestion souveraine. Les investissements sino-africains se diversifient vers l'énergie et l'agriculture, créant des emplois et une nouvelle dynamique politique. L'Afrique ne choisit pas un camp, elle choisit son rythme. Ibrahim Traoré, en catalyseur discret, devient le visage d'une maturité collective où l'indépendance cesse d'être un rêve pour devenir une pratique. Dans une troisième hypothèse, plus sombre, une bavure militaire ou une tension ethnique rallume les divisions. Les puissances extérieures saisissent l'occasion pour revenir sous prétexte de médiation. Les aides suspendues réapparaissent comme leviers d'influence. Dans ce cas, les chars chinois ne seraient plus symboles d'émancipation, mais témoins silencieux d'une indépendance avortée. Ces 3 voies n'expriment pas seulement des futurs possibles, mais une question présente. Le Burkina Faso saura-t-il transformer la victoire militaire en stabilité civique? Ibrahim Traoré le répète: conquérir est un acte bref. Gouverner la liberté est un travail sans fin. La sagesse collective consistera à garder le cap sans retomber dans les dépendances anciennes. Au-delà des statistiques et des cartes, il y a les visages. Les femmes du Nord reprennent chaque matin le marché malgré la peur, gardant la tête haute dans la poussière et la chaleur. Pour elles, la souveraineté n'est pas une théorie, c'est la liberté de vendre sans crainte, de nourrir les enfants, sans attendre un convoi humanitaire. Ce sont les héroïnes silencieuses d'une indépendance vécue. Les jeunes soldats, eux, dorment dans des bases reconstruites à la hâte. Ils savent que leur fatigue a enfin un sens. Leur combat n'est plus pour un uniforme, mais pour une idée, celle d'un pays qui se tient droit. Ibrahim Traoré, dans ses tournées, s'adresse à eux comme à des bâtisseurs, non des instruments. Le respect retrouvé remplace la peur de l'abandon.
Et puis, il y a nous, spectateurs lointains, observant ce pays qui tente de transformer la survie en méthode. L'histoire du Burkina Faso interroge notre propre rapport à la liberté. Que faisons-nous d'elle quand nous l'avons? La gardons-nous jalousement ou la partageons-nous pour qu'elle grandisse? Ces questions dépassent les frontières. Elles résonnent avec toute société qui cherche à concilier dignité et discipline. Ibrahim Traoré le sait. La victoire sans méthode devient un mirage. Le gouvernement a donc défini un plan en 5 étapes, où la puissance ne remplace jamais la responsabilité. D'abord, la discipline. Chaque unité formée par les conseillers chinois suit un protocole strict de commandement avec traçabilité des opérations. Transformer des soldats en institutions, voilà la clé. Ensuite, la transparence. Publier régulièrement les bilans civils et militaires pour restaurer la confiance. La vérité, même douloureuse, vaut mieux que le silence qui nourrit la méfiance. Puis, la formation morale. Introduire dans les académies militaires un module sur la guerre juste africaine, un cadre éthique local fondé sur la protection des populations plutôt que sur la vengeance. Aussi, la coopération horizontale, mutualiser les ressources de l'Alliance des États du Sahel, renseignement, logistique, communication. Chaque victoire nationale doit renforcer la région entière. Aucun État isolé ne survit, mais un réseau prospère. Enfin, la mesure du progrès. Définir des indicateurs simples. Villages sécurisés, enfants scolarisés, routes rouvertes. Un succès qui ne se compte pas finit par s'effacer. Cette feuille de route n'a rien d'idéologique. Elle est forgée par le terrain nourri de réalité. Si elle réussit, elle offrira au Sahel une arme plus puissante que les missiles, une cohérence collective. Ibrahim Traoré parie sur cette discipline partagée, où la souveraineté devient méthode avant d'être symbole. Au crépuscule d'Ouagadougou, les véhicules chinois se couvrent de poussière, mais le symbole demeure. Parmi eux, un drapeau burkinabé flotte, le même qu'Ibrahim Traoré brandissait lors de ses premiers discours. Ce morceau de tissu brûlé par le soleil est devenu plus qu'un emblème. C'est la mémoire d'une résistance tranquille. Celui qui marchait dans la poussière sans savoir si son combat avait un sens, sait désormais pourquoi il se bat. Non pour des idéologies importées, mais pour que son pays se tienne droit, même face au vent contraire. L'histoire retiendra peut-être peu de chiffres, mais se souviendra de ce geste. Un peuple a osé agir avant d'être prêt. Et dans cette audace, il a trouvé la dignité. La liberté n'a pas besoin de témoins pour exister. L'histoire du Burkina Faso n'est pas close. Elle commence à peine. Ce qui s'est joué à Ouagadougou dépasse les chars, les chiffres et les traités. C'est la naissance d'un langage nouveau entre l'Afrique et le monde. Un langage où le respect vaut plus que l'aide, où la parole donnée remplace la promesse différée. Mais une question demeure. Cette souveraineté conquise peut-elle devenir contagieuse? Peut-elle inspirer d'autres peuples à reprendre le fil de leur propre histoire? Le Sahel n'est pas un horizon perdu, c'est un laboratoire du courage. Et si, demain, la prochaine révolution africaine ne naissait pas dans les discours, mais dans la manière dont chaque nation se regarde elle-même, Ibrahim Traoré n'a pas offert de miracle, mais un miroir, celui d'une Afrique qui, pour la première fois, se croit capable de durer.